Un Airbus A320 d'Air Arabia se prépare pour le décollage sur la piste 30 à Sharjah. Les pilotes prévoient un décollage à l'intersection, mais en entrant sur la piste, ils tournent dans la mauvaise direction et accélèrent fort pour décoller. Comment quelque chose comme ça peut-il se produire, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Restez à l'écoute. Dans cette série, j'ai présenté beaucoup d'incidents et d'accidents. Et la raison pour laquelle je fais cela est à la fois pour vous expliquer ce qui s'est réellement passé et aussi pour souligner comment l'industrie de l'aviation travaille avec ce genre d'événements afin d'améliorer la sécurité et de rendre le voyage en avion sûr pour vous et moi. Il ne s'agit jamais de pointer du doigt ou d'attribuer des blâmes. C'est toujours une question de pourquoi cela s'est produit et non de qui en est responsable. Et c'est quelque chose que je veux vraiment que vous vous souveniez lorsque je vous raconte cette histoire. Le 18 septembre 2018, un Airbus A320 d'Air Arabia était prévu pour voler depuis l'aéroport international de Sharjah, aux Émirats arabes unis, vers l'aéroport international de Salalah, à Oman. L'avion transportait 42 passagers, 4 membres d'équipage de cabine, et 2 pilotes. L'équipage comprenait un commandant de bord de 51 ans très expérimenté et chevronné. Il était commandant de bord et formateur en ligne pour une compagnie aérienne. Tout comme je le fais, et avec lui ce jour-là se trouvait une copilote de 34 ans. Maintenant, elle effectuait sa dernière étape du programme Multicrew Pilot Licence. Dans ce contexte, elle était tenue d'opérer un minimum de 100 secteurs avec un opérateur commercial, ici Air Arabia. Sa formation se déroulait vraiment bien, et au début de sa formation, elle avait travaillé avec ce que nous appelons un pilote de sécurité. C'est un 3e pilote qui siège avec les pilotes dans le cockpit, jusqu'à ce que le copilote ait prouvé que, en cas d'incapacité d'un pilote, si le commandant de bord tombait malade pour une raison quelconque, elle pourrait faire fonctionner l'avion en toute sécurité. Elle avait donc prouvé que le pilote de sécurité n'était plus requis, et elle volait désormais seule avec le capitaine. Les deux travaillaient ensemble depuis 3 jours. C'était donc leur 4e jour de service. Leur base était à Sharjah, ce qui signifie qu'ils y avaient effectué de nombreux vols. Pendant les 3 jours précédents, la piste 1-2 avait été utilisée à Sharjah, mais ce 4e jour, le vent avait légèrement tourné vers une direction nord-ouest, donc la piste 3-0 allait être utilisée pour le départ ce jour-là. Le temps à Sharjah était absolument magnifique, avec un ciel dégagé et une température de 38 degrés. Il a donc été décidé dès le début que le premier officier serait le pilote en fonction pour le premier tronçon. L'équipage a alors commencé les préparatifs dans le cockpit en vue du départ. Le premier officier s'est préparé pour un décollage depuis la piste 30, vérifiant que la procédure standard de départ aux instruments était bien chargée dans le Flight Management Computer. Ils ont effectué les calculs de performance et ces calculs ont été réalisés en prenant comme référence une position de décollage par intersection. Bravo 1.4. C'est une pratique courante. Nous essayons d'utiliser la position d'intersection la plus proche disponible afin de réduire le temps de roulage lorsque l'équipage de cabine est le prêt et que nous avons terminé nos checklists. Si l'intersection s'avère inutilisable, nous pouvons continuer à rouler jusqu'à la longueur totale et la performance restera valide. Ainsi, la piste 30, avec une intersection Bravo 1.4, donnerait une distance de décollage disponible de 3050 mètres, ce qui était plus que suffisant, surtout que l'avion était assez léger avec seulement 42 passagers. Les vitesses de décollage qu'ils ont calculées étaient une vitesse de décision V1 de 122 nœuds, une vitesse de rotation de 127 et une vitesse de montée sur V2 de 129 qui sont des vitesses assez basses en raison du poids de décollage relativement faible. De plus, l'équipage a aussi opté pour l'utilisation de la température flex. C'est une façon de réduire la poussée au décollage au minimum nécessaire pour la distance de décollage disponible. Et c'est quelque chose que nous faisons parce que nous voulons réduire l'impact sonore sur l'environnement. Et le carburant ainsi que l'usure du moteur, donc chez Boeing, nous appelons cela la température supposée. Chez Airbus, on l'appelle une température flex, c'est essentiellement la même chose. À 12h20, le vol 1 d'Air Arabia a reçu l'autorisation de repousser. Depuis le stand, le commandant de bord était responsable du démarrage des moteurs et a démarré le moteur numéro 1 pendant le repoussage. Mais pendant le roulage, il a décidé de démarrer le moteur numéro 2. Donc c'est une procédure que certaines entreprises utilisent encore une fois pour économiser du carburant, et cela signifie qu'un des moteurs va être démarré pendant le roulage ou peut-être même au point d'attente. Cela économise du carburant, mais peut aussi ajouter de la charge de travail. Il y a une chose importante à retenir lorsqu'on effectue ce type de procédure.
Ce que nous ne faisons pas dans mon entreprise, d'ailleurs, c'est qu'il faut toujours laisser le moteur chauffer pendant au moins 2 minutes avant d'appliquer la poussée de décollage. Cette procédure est surtout utilisée lorsque la distance de roulage jusqu'à la position de décollage est très longue. À Sharjah, ce n'est pas le cas. La distance de roulage est seulement d'environ 3 à 4 minutes. Dans la flotte d'Air Arabia, composée d'Airbus A320, aussi bien le capitaine que le premier officier ont la possibilité de rouler l'appareil au sol. Selon les procédures opérationnelles standards, c'est le pilote qui sera en fonction pour le vol à venir qui doit également assurer le roulage. Dans ce cas, c'était donc le premier officier qui dirigeait l'appareil au sol, tandis que le capitaine procédait au démarrage du moteur numéro 2 pendant le roulage, ce qui ajoutait potentiellement un peu de charge de travail pour eux à ce moment-là. J'ai déjà mentionné que le premier officier était en formation. Lorsqu'un pilote est en formation en ligne, il doit pratiquer et démontrer sa maîtrise d'une liste de procédures avant de pouvoir valider sa formation. L'un des éléments de cette liste est ce qu'on appelle un décollage roulant. Il s'agit d'un décollage où l'avion, au lieu de marquer un arrêt complet sur la piste avant d'accélérer, commence immédiatement son roulage au décollage en s'alignant. Cette technique est particulièrement utile en cas de vent de travers fort, car elle permet d'éviter des fluctuations anormales des moteurs. Elle est aussi avantageuse lorsque le trafic aérien est dense et qu'il est nécessaire de minimiser le temps passé sur la piste. L'équipage avait donc prévu, avant le départ, que le premier officier effectuerait un décollage roulant. Il est donc probable que, pendant qu'elle roulait vers la piste, elle réfléchissait à la manière de bien exécuter cette manœuvre. Quelles étaient là-dedans les procédures standards à suivre, comment et quand commencer à avancer la manette des gaz, etc. Un autre facteur contribuant à ce qui allait se produire était que, ce jour-là, la tour de contrôle de Sharjah était en maintenance et qu'une tour de secours était utilisée à la place. Cette tour était plus basse que l'original, et certains poteaux lumineux obstruaient sur la vue des positions de décollage, notamment celle de Bravo 1-4, d'où cet avion s'apprêtait à partir. Cette limitation avait été reconnue, et des caméras de surveillance avaient même été installées c'est bon fois aux extrémités de la piste, pour compenser. Cependant, ces caméras ne couvraient pas l'ensemble de la zone autour des intersections. Avant de rentrer dans les détails exacts de ce qui s'est passé lorsque l'équipage a commencé à s'aligner, je veux juste partager ce court message de mon sponsor qui me permet de produire ce type de matériel. À Bravo 1-4, le commandant de bord passe du contrôleur contrôle de la circulation aérienne au sol au contrôleur contrôle de la circulation aérienne de la tour et il appelle la tour pour lui dire qu'ils sont prêts pour le départ. Le contrôleur de la tour répond à ce message en disant que le vol Air Arabia 111 est maintenant autorisé à décoller. Piste 30, vent de surface, 330 degrés à 11 nœuds. L'équipage répète l'autorisation et commence à déplacer l'avion. Le contrôleur de la tour continue à parler aux autres avions à un point de maintien plus loin. Le copilote relâche le frein de stationnement, ajoute de la poussée. L'avion se déplace au-delà de la position de maintien à Bravo 1-4 vers la piste. Pendant qu'elle fait cela, elle demande aussi au commandant de bord d'exécuter la checklist avant décollage. C'est une partie de la checklist que nous faisons lorsque nous entrons sur la piste, et cela comprend des éléments comme allumer les feux stroboscopiques par exemple, et sélectionner le sélecteur d'autofreinage au maximum dans le cas de l'Airbus A320. Seulement quelques secondes après que l'avion a commencé à bouger, l'enregistreur de données de vol indique que le sélecteur d'autofreinage est passé au maximum, montrant que la checklist est bien en cours de réalisation. Alors que l'avion se dirige maintenant vers la piste, il y a des signes clairs sur les côtés de la voie de circulation qui indiquent quelle piste va dans quelle direction. Il y a aussi des marquages de guidage et des lumières de guidage, mais les lumières sont éteintes à ce stade parce qu'il fait tout jour. Alors qu'ils arrivent encore maintenant sur la piste, le copilote, au lieu de tourner à gauche pour s'aligner avec la piste 30, tourne à droite et cela signifie qu'elle s'aligne maintenant dans la direction de la piste 12. Mais comme ils décollent d'une intersection, ils n'ont environ que 1000 mètres jusqu'à la fin de la piste. Cela n'est pas remarqué par le commandant de bord. Le copilote tourne comme elle l'a fait les 3 derniers rangs de jour, mais cette fois-ci dans la mauvaise direction. Elle est probablement concentrée sur la synchronisation du virage avec ses mouvements de la manette des gaz, afin d'éviter que l'avion ne s'arrête et d'effectuer un décollage roulant. Comme discuté auparavant, il y a de nombreuses façons de constater qu'ils sont sur la mauvaise position de décollage. Ici, y compris les marquages sur la piste par exemple. Mais comme ils décollent d'une intersection, elle ne s'attendait pas à voir par exemple la piste 30. Les marquages sont plus loin sur la piste, mais il existe d'autres indicateurs.
comme par exemple le marquage de la zone d'atterrissage pour la piste 30. Dans tous les cas, le virage se poursuit vers la droite, et pour une raison quelconque, le commandant de bord semble être préoccupé par quelque chose à l'intérieur du cockpit, car il ne regarde pas à ce moment-là. Vous avez raison de demander s'il n'existe pas un système pouvant avertir les pilotes qu'ils sont sur le point de commettre une telle erreur. Et oui, il y en a. Il existe un système appelé réseau d'alerte et de secours, qui signifie système de sensibilisation et de conseil sur la piste. Ce système fonctionne conjointement avec le Global Positioning System et la base de données de navigation interne pour indiquer aux pilotes où ils se trouvent par rapport aux pistes, par exemple, et aux voies et voies de circulation. Donc dans ce cas, si le réseau d'alerte et de secours était installé, l'avion leur aurait dit qu'ils sont sur la piste 12 et qu'il y a 1030 mètres disponibles. Et cela serait évidemment un grand signe d'alerte pour eux que quelque chose ne va manifestement pas. Le réseau d'alerte et de secours offre de nombreuses applications utiles, comme vous avertir lorsque vous vous engagez sur une voie de circulation ou que vous vous apprêtez à atterrir, que vous avez une approche instable ou que votre atterrissage est trop long. Il y a de nombreuses applications, c'est un système fantastique mais il n'est semble pas installé sur cet avion. Il y a aussi un système interne d'Airbus appelé système de surveillance au décollage, qui travaille en conjonction avec la messagerie Electronic Centralized Aircraft Monitor pour informer le pilote qu'il n'est pas sur la bonne piste si le système estime que la poussée au décollage est réglée, mais pas dans la position qui a été préprogrammée dans le Flight Management Computer. Mais ce système n'est pas installé sur cet avion. Au lieu de cela, le copilote, lorsqu'elle règle la poussée au décollage, se penche et commence à lire les annonces du mode de vol sur son affichage de vol principal. C'est la procédure opérationnelle standard chez Air Arabia, et lorsqu'elle arrive au point où la piste devrait être annoncée, cette case est vide. C'est donc une indication claire que l'avion pense qu'ils ne sont pas sur la bonne piste de décollage. Alors le copilote signale cela au commandant de bord, et c'est ici que le commandant de bord réalise ce qui est sur le point de se produire. L'avion accélère maintenant à environ 50 nœuds, et lorsqu'il dépasse 57 nœuds, le commandant de bord prend une décision très curieuse car à ce moment-là, il prend le contrôle de l'avion et ajoute la poussée maximale. Maintenant, à ce stade, il reste en fait environ 730 mètres de piste, et il est à 57 nœuds. Alors pourquoi prendrait-il la décision de commencer à accélérer plutôt que de rejeter le décollage ? Eh bien, une chose dont vous devez être conscient de cette piste, c'est que c'est la piste d'atterrissage 30 à quelque chose appelé un seuil déplacé. Cela signifie que la distance d'atterrissage disponible est plus courte que la distance de décollage disponible, donc les marquages de seuil pour la piste 30 apparaîtront à environ 300 mètres. Sur la piste, du point de vue du commandant de bord, ce qu'il voit maintenant en levant les yeux et en réalisant avec stupeur qu'il s'apprête à décoller de la mauvaise piste, ce sont les marques de seuil qui apparaissent. Celles-ci semblent probablement beaucoup plus proches que les 730 mètres dont il dispose réellement. Soudain, l'avion continue d'accélérer sur la piste et, à 109 nœuds, soit 9 secondes après sa décision de poursuivre le décollage, il tend la main et il sélectionne volet 2 au lieu de volet 1. C'est probablement parce qu'il réalise que la piste est trop courte, et il veut obtenir un peu plus de portance pour lui permettre de faire pivoter l'avion un peu plus tôt et de le faire décoller. L'avion décolle finalement environ 30 mètres dans la voie d'arrêt, donc c'est 30 mètres après la fin de la piste. La vitesse au décollage est d'environ 132 nœuds, et quand ils le font, le train d'atterrissage principal droit heurte l'une des lumières d'approche. Pour la piste 30, endommage la lumière d'approche. Évidemment, mais fait aussi quelques coupures profondes dans la roue principale numéro 3, mais le contrôle du trafic ne s'en rend compte que jusqu'à bien plus tard, et l'équipage de vol ne ressent pas que cela se produit. Quelles étaient les options du commandant de bord dans cette situation ? Eh bien, des simulations ultérieures de cet incident ont montré que si le commandant de bord avait choisi de refuser le décollage, il suffisait de fermer les leviers de poussée et de sélectionner la poussée inverse maximale. Cela lui aurait donné un freinage extérieur maximal à ce moment-là, et l'avion se serait arrêté bien avant la fin de la piste. Et ces simulations. Elles ont également montré que s'il avait pris la décision de refuser le décollage à 100 nœuds, soit environ 7 secondes après avoir pris la décision de partir, l'avion aurait encore eu suffisamment de distance pour s'arrêter dans la longueur de piste disponible.
Et la raison pour laquelle ils l'ont vérifié à 100 nœuds, c'est parce que c'est là que sur l'Airbus A320, l'avion passe du régime de basse vitesse, pendant lequel vous êtes vraiment censé pouvoir rejeter pour n'importe quoi, au régime de haute vitesse, où vous devriez être plus orienté vers l'objectif et amener l'avion dans les airs. Donc même lorsque le commandant de bord a atteint pour sélectionner les volets 2, il était dans une position où il aurait pu rejeter avec succès le décollage, mais cela ne s'est pas produit. L'avion monte maintenant au lieu de suivre le plan de vol. Le contrôle aérien a tenté de contacter l'appareil pendant le décollage, sans succès. Mais alors que l'avion décolle, ils appellent à nouveau et cette fois le commandant de bord répond à l'appel. Alors qu'en est-il du copilote ? Que faisait-elle pendant le roulage au décollage quand elle a réalisé qu'il décollait dans la mauvaise direction et que le commandant de bord a ensuite pris le contrôle ? Elle a été paralysée par le stress soudain et l'effet de surprise. Il est important de noter que la procédure d'exploitation standard est en place pour un décollage dans l'Airbus et que le pilote aux commandes doit appliquer une pression vers le bas sur le nez de l'avion, sur le manche de commande de son côté. Il devrait maintenir cela à environ 60 nœuds, jusqu'à environ 80 nœuds où il devrait légèrement lâcher la pression vers l'avant. Dans cette situation, où tout cela se passait et toute la situation se développait aussi rapidement qu'elle le faisait, elle était effectivement assise avec la même quantité de pression vers l'avant, et parce que le commandant de bord n'avait pas officiellement pris les commandes, il n'avait ni dit mes commandes, il n'avait pas dit « allez », ce qui est aussi la décision quand vous dites soit aller, soit arrêter dans une situation où ce genre de prise de décision doit se produire. Il y avait une confusion sur qui avait le contrôle, donc le copilote gardait une pression vers l'avant sur son manche jusqu'à la rotation. Le commandant de bord pouvait appuyer sur son bouton de priorité et s'il l'avait maintenu pendant 40 secondes, il aurait repris le contrôle. Mais cela ne s'est pas produit non plus. Donc, dans ce type de situation, l'ordinateur de contrôle de vol essaiera de moyenner les entrées du manche de droite et de gauche, mais le copilote a lâché son manche. Alors qu'ils commencèrent à tourner, s'il avait clairement dit « mes commandes », cela aurait probablement réveillé le copilote. De sa surprise parce qu'elle est alors censée dire « vous avez le contrôle » et ensuite on peut revenir à une certaine normalité, même si c'était une situation très extrême. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lors du roulage au décollage, le contrôle aérien a tenté de contacter l'avion sans succès. Une fois en vol après le décollage, le contrôle aérien a rappelé l'avion et cette fois, le commandant de bord a répondu. Le contrôle de la circulation aérienne les a ensuite informés que la piste 30 est en service, ce qui n'était pas très utile à ce stade, mais il n'y a eu aucune autre discussion sur la raison pour laquelle cela s'est réellement produit. Le contrôle de la circulation aérienne n'a pas remarqué que l'avion avait réellement endommagé le système d'éclairage d'approche, donc cette information n'a pas été donnée à l'équipage de vol. Au lieu de cela, ils ont été remis au contrôle des départs, et le contrôle des départs leur a simplement donné l'autorisation de continuer sur la route en direction d'Oman. Il ne semble pas y avoir eu davantage de discussion, ni entre les pilotes et le contrôle aérien, ni entre le pilote et le siège de la compagnie au sujet de cet incident. En ce qui concerne l'état du copilote, elle a été fortement secouée par cet incident et il est probable qu'elle ne serait pas en mesure ou dans un état d'esprit pour continuer à travailler dans son rôle de pilote surveillant, encore moins en tant que pilote volant. Mais même si ce vol a continué en direction d'Oman et que le commandant de bord a rendu les commandes au copilote, elle a ensuite opéré en tant que pilote volant pour le reste du vol. Dans l'enquête subséquente, il y a eu une certaine discussion sur la question de savoir si cet avion aurait dû simplement se stabiliser et revenir atterrir à cause de l'état du copilote. Il a également été noté qu'il n'existait aucune directive claire à destination des équipages de conduite sur la manière d'agir dans ce type de situation, lorsque l'un des membres de l'équipage présentait une dégradation de ses performances sans être pour autant inapte. Il s'agit d'un des constats de l'enquête qui a souligné la nécessité pour les compagnies aériennes de fournir de meilleures directives à leurs pilotes sur les circonstances dans lesquelles il serait approprié de revenir en raison de l'état mental d'un membre de l'équipage. Lorsque l'avion a atterri à Oman, l'équipage a été contacté par le contrôle des opérations d'Arabian qui avait été informé de l'incident. Et on leur a proposé de rentrer en tant que passager passif sur un autre vol, mais le commandant de bord est sorti, il a fait le tour de l'avion, il n'a pas trouvé de dommages sur la roue principale numéro 3, car probablement ces coupures étaient en fait sur le côté inférieur de la roue. Alors il a dit
qu'il n'y avait rien de mal avec l'avion, et nous sommes tout à fait capables de revenir, donc ils sont revenus, encore une fois, une conséquence très malheureuse à la fois de la continuation de l'avion vers la destination et aussi en rentrant à la maison à nouveau, c'est que l'enregistreur de voix du cockpit a été effacé pour l'incident. Il ne couvre que les 2 dernières heures du vol. Et comme ce vol a duré plus de 2 heures, cela signifie qu'il n'y a pas de trace de cela. Donc cela n'a pas pu être utilisé pour l'enquête ultérieure. Cependant, le registre des données de vol pourrait l'être. Vous disposiez évidemment aussi de la déclaration du contrôleur aérien et des 2 pilotes concernés. Qu'avons-nous appris de cet incident grave ? Eh bien, tout d'abord que des systèmes comme réseau d'alerte et de secours, les systèmes de sensibilisation et d'alerte de piste, sont de très bons systèmes à installer. Dans ma compagnie aérienne, nous les avons installés sur tous nos avions et ils servent d'excellents outils et de dernière barrière pour empêcher que des incidents comme celui-ci ne se produisent en premier lieu. Deuxièmement, nous devons également, en tant que pilotes, être conscients que les pilotes en formation feront des erreurs. C'est une étape de votre apprentissage. Cette copilote n'avait aucune intention de décoller dans la mauvaise direction, mais elle l'a probablement fait parce qu'elle a tourné dans la même direction qu'elle avait prise les derniers jours. Quand la piste 12 était en usage et qu'elle se concentrait probablement sur la réalisation du décollage roulant aussi bien qu'elle le pouvait, et c'est pourquoi il est si important que nous nous en tenions aux procédures opérationnelles standards que nous préparons avant de partir. Informez-vous sur la piste en usage, le sens de rotation, la signalisation et le marquage de piste à suivre. Donc toute l'anticipation du vol et la partie briefing sont vraiment importantes. L'enquête a également souligné que l'utilisation d'un seul moteur pour le taxi et le démarrage d'un moteur pendant le taxi pourrait potentiellement augmenter la charge de travail. Et dans une situation d'entraînement, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Il a également été mentionné le logiciel de performance, comment il serait bon qu'il montre graphiquement au pilote quelle était réellement la distance d'accélération d'arrêt pour réinsister. Dans ce cas, le commandant de bord, quelle distance il avait réellement besoin pour arrêter l'avion à différentes vitesses. Mais ce que je veux vraiment souligner avec cette vidéo, c'est que tout le monde peut faire une erreur. Il est humain de faire des erreurs, mais cela dépend à la fois des procédures de la compagnie aérienne, des systèmes que nous avons installés dans l'avion, et bien sûr de la vigilance du pilote pour empêcher que ces choses ne se produisent. Pour voir une autre vidéo où un pilote a été très surpris, menant à un incident grave, regardez la vidéo ici. Si vous voulez me soutenir dans le travail que je fais, envisagez de faire partie de mon équipe Patreon ou procurez-vous des produits dérivés.